Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde dans le cadre du Festival Polythéa sur la question du progrès et plus précisément cet après-midi la manière dont la fiction interroge le progrès et notre vision du progrès avec nos trois invités. Une romancière d'abord, Virginie Tournay au centre. Vous êtes également chercheuse et politologue, mais autrice de science-fiction au sein de ce que l'on nomme notamment la Red Team. C'est un groupe d'une dizaine d'auteurs de science-fiction qui est chargé depuis quelques années de faire de la prospective pour le ministère des Armées en imaginant les futures crises géopolitiques. Peut-être juste, l'initiative s'est terminée en juin 2023. Ça s'est terminé en juin 2023. Et donc, vous signez également en votre nom des romans, et notamment le roman Civilisation 0.0 aux éditions Glyph, que j'ai bêtement oublié chez moi, donc je ne peux pas vous le présenter, je m'en excuse. À vos côtés, Fleur Hopkins-Leferron, vous êtes docteur en histoire de l'art, spécialisée en culture visuelle et science-fiction ancienne, et vous avez publié notamment aux éditions Champvallon ce livre, Voir l'invisible, histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique, un mouvement né à la fin du 19e siècle, et qui va désigner, pour faire très simple, la normalisation du surnaturel, autour notamment d'une figure, Maurice Renard, mais aussi de bien d'autres écrivains dont on pourra éventuellement reparler. Et puis enfin, Jacques Véron, vous êtes démographe et vous avez publié aux éditions La Découverte cet ouvrage, La démographie de l'extrême, quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés. Il est coécrit avec Jean-Marc Rohrwasser. Et dans ce livre, vous décryptez la façon dont la science-fiction et surtout la littérature de science-fiction peut aider à anticiper les évolutions de la population mondiale. Et puis je note également, permettez-moi, que nous aurions dû compter parmi nous cet après-midi l'anthropologue Nicolas Nova, qui a écrit un livre Persistance et merveilleux, un très très beau livre. Il est paru l'automne dernier, mais Nicolas Nova nous a quittés brutalement le 31 décembre dernier, donc je me permets très modestement de lui dédier cet échange et de dire que nous avons une pensée chaleureuse pour lui, et vous pourrez évidemment retrouver également son très beau livre chez nos libraires présents à la sortie, où tous les livres de nos invités sont disponibles. Alors, j'aimerais débuter, avant de plonger dans le travail de chacun, plus précisément sur cette notion du progrès dans la fiction et ce que l'on entend par le progrès et la manière dont on le représente dans les textes, puisque vos travaux portent surtout sur la littérature les uns et les autres, mais aussi sur les écrans. Il est vrai, il me semble que dans une majeure partie des œuvres qui interrogent le progrès, les évolutions techniques ou technologiques, l'exploration de mondes nouveaux ou les dimensions surnaturelles, les évolutions de population, etc., tout cela est interprété dans la majeure partie des cas par le spectre de la dystopie, par le prisme de la dystopie ou d'une anticipation plutôt sombre des événements à venir. Fleur Hopkins-Leferron, on le voit déjà même à l'époque, au XIXe siècle, l'œuvre de Maurice Renard ou de Guy de Terramont, il y avait déjà cette notion de dystopie, même s'il existait des utopies, si bien que le progrès est presque toujours synonyme de danger, de péril ou au mieux d'avertissement face à l'idée que l'être humain serait incapable de se maîtriser face à ses propres évolutions. Est-ce qu'en effet, il est difficile pour la fiction d'imaginer un progrès et un futur désirable, parce qu'il serait peut-être contre-intuitif de projeter un imaginaire heureux, utopique? Est-ce qu'il y a un intérêt pour la fiction, pour l'écrivain, à imaginer un progrès qui soit vertueux? La question est donc pour moi, je vois que le voilà, regard oui, je vous ai beaucoup regardé, mais c'est pour tous les trois.
Je me méfie beaucoup de la notion de progrès. Ça a été pour moi un mot un peu piège tout au long de mes travaux de thèse et de ma recherche concernant le merveilleux scientifique et tout un tas d'autres types de littérature de cette époque-là. C'est un mot qui vraiment connote l'idée de linéarité historique, de progrès allant toujours vers du plus grand, du plus fort, du meilleur. Je ne suis pas absolument certaine que le mouvement merveilleux scientifique et que même la science-fiction en général soit obsédée par le progrès. Je pense qu'au contraire, elle se pose la question du texte comme un laboratoire de pensée pour penser le présent et pas seulement l'avenir évolutif, l'avenir mélioriste. Donc, je dirais pas que je suis embêtée par le fait de circonscrire le merveilleux scientifique, notamment à la question de la dystopie et de l'utopie, mais je pense que c'est bien au-delà de ça. C'est vraiment la question d'opérer au sein du roman une descente dans l'histoire des idées, dans l'histoire des représentations culturelles. Et ces grands romans, parmi lesquels on peut citer, je sais pas, Le Docteur Lern, effectivement, de Maurice Renard, qui est une histoire de changement de cerveau, elle ne se pose pas la question de ce qui va advenir dans 3000 ans, dans 4000 ans, quelles évolutions eugénistes, puisque c'est vraiment la grande thématique du début du XXe siècle, va advenir, mais plutôt de la manière dont le roman peut être un outil pour dessiller le regard. Donc quelque part, c'est même pas tant la question du progrès qui importe, c'est plutôt celle de savoir comment faire un pas de côté pour mieux regarder le présent et s'interroger sur ce qui est déjà là profondément. Et peut-être que ce terme de progrès, il a le défaut justement de nous faire regarder bien, bien trop loin en avant, alors même qu'il y a un enjeu assez fort, à mon sens, mais dans les cultures visuelles, dans tout un tas de champs disciplinaires, de sortir de ce motif de l'escalier, du cône inversé, de toutes ces représentations du progrès pour aller voir d'autres manières de raconter l'histoire. Et la fiction est un outil parmi d'autres pour justement sortir de quelque chose de très téléologique en fait. Virginie, cette notion du progrès dans la fiction, est-ce que... Alors, très rapidement, et je rejoins vraiment ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour moi, le progrès dans la fiction, c'est presque un contresens et une antifiction, au sens où, en fait, l'idée de progrès dans la fiction supposerait qu'il y ait une espèce de consensus autour d'un idéal de société, et finalement toute l'idée de lutte, d'opposition, de complexité, de contradiction, ce qui fait aussi un petit peu l'épaisseur du vivant et de la vie en société, disparaît. Donc pour moi, c'est vrai qu'à la fois, je dirais, au niveau de l'imaginaire, au niveau même de l'idéal de recherche sur les imaginaires, on est dans quelque chose qui est presque très pauvre en tant que tel. Et puis, rien qu'on regarde dans nos sociétés, en fait, rien que l'idéal démocratique, même si c'est ce que nous souhaitons, est par essence complètement déceptif, puisqu'on est dans un processus où on essaye de parvenir à quelque chose d'équitable, qui fasse sens, mais on est dans une dynamique. On est dans une dynamique continue et qui est soumise à des tensions permanentes. Et ça, je dirais que c'est l'essence même de la vie en société. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis le second élément qui rejoint aussi ce qui a été dit, c'est que je pense qu'on est quand même aussi, quand on est dans la logique de créer soit une fiction ou soit de la lire, on est dans une logique d'expérience de pensée. Et qui dit expérience de pensée dit qu'on va en quelque sorte être plongé dans des univers où les référentiels normatifs sont totalement différents. Donc qui dit référentiel normatif différent suppose évidemment que la notion de progrès ou la notion de quête soit différente de celle qui nous apparaît à nous ou à chacun comme étant une évidence partagée. Jacques, est-ce que vous souhaitiez rebondir ? Alors, moi, il me semble que, ce que moi j'ai abordé, la différence entre utopie et dystopie, c'est largement le fait que l'utopie conçoit un monde stable. Le temps n'est pas présent. En fait, il y a une organisation de la société qui est censée être optimale. Et donc, toutes les règles sont définies. Mais la dystopie, elle se met dans une perspective de changement. Alors après, on peut appeler progrès ou pas progrès. Moi, dans les textes que j'ai abordés, que j'ai étudiés, j'ai fait la distinction entre progrès scientifique et technique, qui est quand même relativement objectif, quoi qu'on puisse penser de la technique, de l'évolution de la technique. Mais il y a, par exemple, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est un fait. Et c'est lié à des progrès de la médecine, même s'il y a des effets pervers dans certains progrès. Et moi, je le distinguerais volontiers du progrès social, parce que ce progrès social, lui, il se met dans une logique de consensus, dissensus. Et donc là, on peut avoir des changements, mais qui ne sont pas acceptés par tous. Et on est beaucoup plus dans des logiques éventuellement de conflits. Et la dystopie se met, à mon sens, mélange les deux approches.
on pense instinctivement à la science-fiction quand on parle de changement ou de progrès. Et quand on pense à la science-fiction, on s'imagine immédiatement des mondes imaginaires, des mondes extraterrestres, des futurs plus ou moins lointains. Vous, Virginie Tournet, vos travaux, que ce soit vos romans ou les travaux que vous avez effectués avec la Red Team, consistent en ce que vous appelez la fiction spéculative, dans laquelle, vous allez pouvoir nous l'expliquer, vous conservez, au contraire de la première approche que je viens de définir, une base importante de ressemblance avec notre monde, une cohérence avec ce que l'on connaît, mais en changeant un paramètre, un petit paramètre qui en déploie beaucoup d'autres derrière. Et ça rejoint une citation d'Aldous Huxley que vous mentionnez dans votre livre Jacques Véron. L'avenir ne peut nous intéresser que si ces prophéties ont l'apparence de choses dont la réalisation peut se concevoir. Est-ce qu'en effet, Virginie, vous considérez que la fiction, pour interroger le futur, les progrès technologiques, les avancées de la médecine, les évolutions démographiques aussi, n'a de sens et d'intérêt véritable que si elle touche à une conception familière des choses, de notre environnement, d'un monde familier ou d'une conception familière des choses et de notre environnement. Et que plus on s'en éloigne, plus on tourne vers le divertissement pur et dur. Alors effectivement, la façon dont je travaille, c'est un peu... Alors là c'est pas directement en lien avec la Red Team Défense, mais je vais y venir. La façon dont je travaille, c'est un peu sur une ligne de crête épistémologique entre la prospective scientifique et puis l'enquête littéraire. Alors évidemment, c'est une expérimentation parce que quand on parle de fiction, la fiction ne se soucie pas du vrai, on n'est pas dans le réfutable. La fiction n'a pas à démontrer, je dirais, la bonté humaine ou l'inexistence des aliens. Hein, c'est pas sa fonction. Ça lui donne un certain charme, mais c'est vrai que pour la chercheur que je suis, ça peut être, un petit peu déstabilisant d'un certain côté. Donc on est sur une ligne de crête, puisqu'on est dans un peu un format d'expérience de pensée. Alors là où effectivement je pense que c'est important de prendre en compte la sensibilité individuelle de nos personnages, et je dirais aussi le rapport ordinaire qu'ils ont aux politiques, les liens, la façon dont ils sont reliés, les attachements aux institutions, aux êtres et aux choses, c'est important non seulement pour la cohérence, je dirais, du récit fictionnel, mais aussi pour rester dans une sorte de neutralité axiologique, c'est-à-dire cette idée de vouloir se détacher d'une posture moralisante a priori. Pour moi, la fiction, c'est avant tout... alors, c'est vrai qu'il y a des courants comme le cyberpunk ou d'autres où on va essayer de dénoncer les dérives technologiques, etc. Moi, c'est vrai que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne fais pas une fiction militante. On est vraiment dans l'expérience de pensée. Et l'objectif, je dirais, c'est vraiment d'essayer presque de faire une histoire contrariée des principes moraux par les corps. Alors, pour vous donner un exemple, j'apprends, moi, je ne sais pas, j'ai un cancer grave, et puis, les géants du numérique vont me proposer de m'accompagner en me mettant une puce sous la peau, en suivant mes données biologiques, vont me proposer des traitements, vont m'envoyer des baskets sponsorisées pour que je fasse du jogging et du sport, etc. Bon. J'ai beau être, attachée au service public, dénoncer des formes de capitalisme, etc. Le personnage, là, il est tiraillé. Est-ce qu'il va dire non ? Est-ce qu'il va dire non, je refuse un accompagnement par des acteurs privés en échange de mes données ? Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse dans la fiction. Il y a un rapport phénoménologique, je dirais, aux choses, qui permet vraiment de mettre en exergue certaines tensions qu'on ne voit pas si on reste simplement sur, on va dire, le niveau idéologique ou le niveau des valeurs pures. Un second exemple qui moi, dans une expérience de pensée que j'avais menée, que je trouve assez déstabilisant, un personnage, on est dans la tête de quelqu'un qui naît en 2040, donc pareil, il est pucé à la naissance, il y a tous ses paramètres biologiques, civils, économiques, etc. Et donc tout au cours de sa vie, en fait, cette puce, ça lui permet de s'intégrer dans la société. Bon, imaginez, moi je ne sais pas, en 2050, 2060, shutdown, il n'y a plus d'infrastructure numérique. Bon, ce personnage, s'il est plus tracé, il perd sa liberté. Donc en fait, on est dans un système, dans un monde où finalement la liberté, c'est la traçabilité.
Et alors, ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend que, en fait, quand l'intimité corporelle elle est modifiée par la technologie, c'est toutes nos valeurs morales, c'est je dirais, les principes mêmes de la cohésion sociale qui s'effondrent. Donc voilà pourquoi la notion de familier, de rapport phénoménologique aux êtres, aux choses et le rapport ordinaire aux institutions, aux politiques, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est parce que la fiction en tant qu'outil de recherche, ça permet vraiment de mettre en exergue les tensions, les contradictions entre nos valeurs et la façon dont elles sont intégrées dans le corps. Jacques, est-ce que ça fait écho à ce que vous avez pu voir dans vos travaux, par exemple avec Aldous Huxley que je citais aussi Oui, tout à fait, avec l'ambivalence. Moi, pour donner un exemple, c'est toutes les questions de durée de la vie. On loue l'augmentation de l'espérance de vie, on se réjouit de l'augmentation du nombre des centenaires, et en même temps, on se dit qu'est-ce qu'on va faire des personnes âgées, comment gérer les personnes âgées en nombre croissant. Et à cet égard, et à plusieurs romans que je cite dans le livre, enfin que nous citons dans le livre, qui posent vraiment des questions très crues sur ces problèmes de la gestion de la population âgée, mais qui ne sont pas si loin, à certains égards, quand on voit le scandale des EHPAD par exemple, qui ne sont pas si loin de questions réelles aujourd'hui et de questions qu'on n'a pas trop envie de regarder. On est en même temps angoissé en se disant comment est-ce que je finirai mes jours, et puis en même temps on ne veut pas trop regarder comment ça se passera. Donc je crois que le terme ambivalence pour moi est très fort, et c'est la même chose pour le progrès technologique. C'est très ambivalent, c'est en même temps il y a des progrès fantastiques, en même temps on ne peut plus prendre le train sans avoir un téléphone portable, enfin on est bloqué par beaucoup de choses. Donc pour moi c'était un peu le maître mot. Fleur, cette distinction entre des imaginaires très lointains et puis une approche plus familière du quotidien dans la fiction, elle est aussi un peu presque le cœur nucléaire, j'ai l'impression, de l'émergence du merveilleux scientifique tel que vous le présentez, puisque lorsque Maurice Renard publie son manifeste en 1909 qui balise un petit peu ce mouvement, il le fait en quelque sorte en opposition à Jules Verne, qui était très en vogue, non pas qu'il le critique, mais parce que celui-ci est davantage considéré comme un auteur d'aventure scientifique et justement d'anticipation, alors que le merveilleux scientifique, lui, propose au lecteur un monde familier, crédible, dans lequel va surgir également l'altération, par exemple, d'une loi physique. Et Maurice Renard dit d'ailleurs « Je me défends d'anticiper, je préférerais plutôt déborder si j'avais la moindre prétention ». Le merveilleux scientifique a pour base un sophisme, c'est Renard qui le dit également, c'est-à-dire qu'une histoire dite de merveilleux scientifique a l'apparence du vrai, bien qu'elle dise le faux. Est-ce que c'est là que se niche ce que vous nommez l'invisible dans le titre de votre ouvrage, c'est-à-dire l'ambition peut-être de rappeler qu'à travers ces écrivains, il existe autre chose que le monde visible, que la réalité qu'on a sous les yeux, et de nous inviter, nous lecteurs, à s'ouvrir à d'autres possibilités? Alors, je ne pense pas que Maurice Renard ait été un prosélyte de l'invisible. Je pense qu'il faut vraiment se replacer à un moment où, à la fin du 19e et le début du 20e, on est à un moment clé qui est celui, effectivement, de la montée des sciences de l'invisible. Il ne faut pas oublier qu'en 1895, on a tout de même, quasiment la même année, le développement de la cinématographie, d'une part, qui permet d'arrêter, de rejouer le temps qui passe et donc qui va complètement faire imploser nos limites temporelles. Et de l'autre, on a la radiographie qui suppose de pouvoir voir à travers les matières opaques. C'est quand même vraiment un tournant visuel assez époustouflant en cette année 1895, et ça va ouvrir la porte de fait à ce moment de frottement qu'on appelle celui de la métapsychique, cette ambition de savants très sérieux, parmi lesquels Camille Flammarion, pas si sérieux que ça, parce qu'il était quand même spirit, mais je pense plutôt à Pierre et Marie Curie, qui allaient très volontiers aux séances spirit de Zappia Palladino pour la voir faire léviter les tables. Et donc ce n'était pas du tout qu'ils étaient adeptes de ce qu'on appellerait aujourd'hui la médecine non conventionnelle et les dérives sectaires et autres, c'était qu'on baignait à cette époque-là dans ce frottement très, très intime entre la science, la pseudoscience, la croyance, le folklore, et on se disait tous les jours que puisque la science ne fait qu'avancer, que progresser, là ça raccroche nos wagons, précisément peut-être que demain la quatrième dimension, sa réalité sera prouvée par la science. Donc c'était plutôt un horizon d'espoir, un horizon d'attente, effectivement un regard à la fois très positiviste
sur la science, qui estimait que la science allait, chemin faisant, nous ouvrir de plus en plus de portes et de visibilité sur ces mondes invisibles, voisins, liminaux, comme on aimerait les appeler aujourd'hui. Et puis de l'autre, ça n'empêche pas, je dirais, alors le mot technophobie est trop fort, et j'ai tendance toujours à me méfier de dire est-ce qu'ils sont technophiles, technophobes. C'est pas vraiment là la question, c'est qu'effectivement, il y a une forme de méfiance, et Maurice Renard parlait très joliment, dans son fameux manifeste que vous avez cité, de menaces imminentes du possible. Donc ça rejoint totalement nos fameux signaux faibles. C'est une manière plus ampoulée de dire signaux faibles, mais effectivement, c'est la mission qu'il confère aussi à ces textes, et il le disait très joliment dans ses archives. J'ai envie que mon lecteur, après avoir fait cette valse avec moi, quand il referme ce livre, il s'en retrouve métamorphosé. Simplement qu'il ait acquis un petit cheminement intellectuel qui lui permette de regarder autrement son monde familier, en s'ouvrant aux possibilités extrêmes, à la X-Files, en s'ouvrant à des choses et d'autres. C'est vrai qu'en vous écoutant, moi je pensais à autre chose, bien au-delà du merveilleux scientifique, bien que ce fût ma marotte pendant quelques années, c'est aussi le pouvoir transformateur de la fiction. Puisqu'aujourd'hui, quiconque consomme aussi de la littérature par les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a tout un tas de sous-genres, que ce soit la cozy fantasy, le haut punk, la dark romance, qui trouvent véritablement dans la fiction un outil de contestation, un outil militant et surtout un outil de représentativité. Et ça date pas d'hier. Dès Harry Potter de J.K. Rowling, il y avait déjà toute une stratégie qui vient de la fanfiction, du fandom, des fan studies, qui est vraiment d'essayer de faire alors, ce qu'on appelle en anglais to bend the narrative, plier la narration pour essayer de se réaccaparer une narration qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on souhaiterait. Et donc ça, moi, j'y suis très sensible pour avoir... Je viens de terminer un livre justement sur la dark romance. Comment est-ce que la dark romance, qui est à milieu du merveilleux scientifique, mais peu importe, et à milieu aussi de la science-fiction, mais comment est-ce que la fiction permet à la fois de la représentativité et d'essayer de tordre un peu des angles morts de représentation qu'on a envie d'investir. Et dans le cas de la dark romance, il s'agit effectivement de représenter la sexualité, l'amour des femmes qui souvent est laissé de côté ou alors représenté de manière stéréotypée. Mais dans le hope punk, par exemple, il s'agit de faire de la coopération une arme de combat. Donc c'est pas inintéressant de penser aussi la fiction dans son élargissement à l'auto-édition, dans ces mouvements militants qui vont utiliser l'écriture comme une arme pour construire des mondes meilleurs, des mondes possibles, des mondes représentatifs. Et je pense à tous ces auteurs BIPOC, de couleur, racisés, qui utilisent vraiment la fiction comme un pouvoir et qui, eux, ne théorisent peut-être pas autant que là, on essaye de le faire, cette question de progrès, cette question de l'espace de la fiction comme un laboratoire de pensée. Mais en fait, il se passe plein de choses. Il y a vraiment une ébullition très forte, en dehors aussi de la science-fiction. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant à rappeler, c'est que la fiction, aujourd'hui, c'est vraiment un pouvoir émancipateur, en fait. Et c'est pour ça qu'on l'a vu au moment de la pandémie, tant de gens écrivent, en fait. C'est parce que l'écriture, c'est une arme et ça outille la pensée et ça nous amène effectivement à voir que ça peut nous émanciper d'une certaine manière. Vous évoquez le pouvoir émancipateur pour les individus de la science-fiction, de la fiction tout court, pardon. Est-ce qu'on peut étendre justement cette appréhension à la dimension vraiment politique et idéologique aussi des entités, des pouvoirs en place? Je pense à l'exemple d'Ayn Rand, par exemple, qui est une immense philosophe aux États-Unis, américaine d'origine russe. Elle est assez méconnue en Europe, mais son influence aux États-Unis, elle est colossale. Son livre le plus connu, La Grève, est le livre le plus vendu aux États-Unis chaque année après la Bible. Et on a coutume de dire que c'est autant le livre de chevet de Donald Trump qu'il ne l'était de Joe Biden. Et Ayn Rand avait fait de l'égoïsme la vertu principale de l'être humain, et elle a poussé cette idée à son paroxysme dans ce livre La Grève, où elle imagine que tous les êtres d'esprit, les entrepreneurs, les artistes, les créateurs se retirent de la société. Et il s'avère que toute la conception américaine, tout le récit du capitalisme et du néolibéralisme se fonde justement sur cette idée, ce qu'on ne sait pas nécessairement, mais c'est dire le pouvoir que peut avoir la fiction, et est-ce que justement par-delà, alors le côté émancipateur pour les individus dont vous venez de parler, est-ce que ce que propose la fiction, c'est aussi se mettre au service peut-être d'une idéologie qui permet d'influencer, d'infléchir des politiques et plus globalement nos mondes, nos vies? Bien sûr, je me permets juste de dire 2 mots et je rends le micro très rapidement à mes collègues. C'était pour tout le monde, ça. Oui, enfin moi j'ai un exemple très concret, un romancier qui s'appelle Camille Brunel, qui consacre plusieurs de ses romans aux romans animalistes, et il choisit ce terme à dessein, un terme qui équivaut à celui d'antispéciste. Lui, il investit vraiment profondément la science-fiction pour faire bouger les lignes, pour faire du lobbying. Le terme n'est pas trop fort, il est assumé, c'est un militant vraiment complètement assumé, et il veut changer les consciences sur le statut de l'animal non humain. Et cette question de donner des droits, de
donner un statut, de donner une individualité et une personnalité aux animaux. Et lui, ça passe par la fiction. Donc on est vraiment effectivement dans l'exercice de pensée, évidemment, puisque les lecteurs sont à leur insu presque familiarisés avec la philosophie et le mouvement antispéciste, mais surtout il propose des modèles politiques et des modèles sociaux qui, il l'espère, puisqu'il a quand même été, fut un temps, candidat pour le Parti animaliste, qui pourrait en fait avoir une implication politique, puisqu'il ne cesse de reposer sur des philosophes comme Sue Donaldson et son ouvrage Zoopolis. Donc c'est un exemple parmi d'autres, effectivement, de romanciers qui trouvent effectivement un pouvoir politique aussi à l'écriture. Jacques, Virginie, si vous vouliez rebondir, est-ce que la fiction peut être mise au service aussi des idéologies de pensée politique ? Moi, dans les textes que j'ai considérés, je ne la vois que de manière très indirecte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention d'agir, mais il y a le fait de mettre à plat des questions qu'éventuellement on ignorerait ou négligerait. Mais je n'ai pas senti d'influence directe, même sur des questions peut-être plus terre-à-terre, qui sont par rapport aux politiques de population, enfin des questions qui sont quand même régulièrement convoquées dans l'idée d'équilibre des populations. Et un exemple, par exemple, Burgess, dans La folle semence, il institue un quota de naissance, un quota de grossesse, et pas de naissance, de grossesse. Et bon, on voit bien, on pense bien à la Chine. Donc il y a une espèce d'écho, mais moi, je n'ai pas eu trace d'intention délibérée. Alors, moi, je dirais le souci, c'est peut-être aussi par rapport au périmètre de ce qu'on met dans la fiction et ce qu'on ne met pas dans la fiction. Parce que j'ai tendance effectivement à penser que l'imagination, elle est consubstantielle à toute vie en société. On ne peut pas penser la société sans l'imagination. Autant, effectivement, la science procède de la démarche scientifique, mais on ne peut pas faire société sans, je dirais, un imaginaire social qui fait qu'on a le sentiment de faire un commun et de participer à un destin commun. Donc, pour vous donner un exemple, et qui montre aussi, je pense, toute la complexité du rapport entre connaissance et fiction, on en parlait ce matin sur la table ronde sur les réseaux sociaux. Si j'adhère à la vaccination, c'est pas parce que j'ai un bac+7 en immunologie. Si j'adhère à la vaccination, c'est parce que je ressens que la vaccination, c'est un principe civique d'immunité collective. Et on rejoint là, par exemple, le grand mythe de l'unité, qui fait partie des 4 grands mythes décrits par Raoul Girardet dans son livre Mythes et mythologie politique, où en fait il met en avant 4 motifs, alors qui peuvent être, intégrés dans des œuvres de fiction. Il parle de la conspiration, qu'on retrouve dans certains discours de partis politiques qui tiennent des propos conspirationnistes pour polariser. Donc ça fait partie, on va dire, des mythes qui structurent beaucoup les débats publics. Le mythe aussi de l'âge d'or, du « c'était mieux avant ». Et aujourd'hui, on doit effectivement, et on le voit aussi dans beaucoup d'œuvres de fiction, cette idée que Soleil Vert, avant c'était mieux. Et c'est aussi, un schème qu'on retrouve de mythes en politique. Aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. Il faut retourner à ce qui existait auparavant. Il y a aussi le mythe du sauveur, celui qui va nous sauver. Elon Musk, voilà, sauveur. Bon, ça fait partie effectivement aussi dans les fictions super-héros. On retrouve également ce mythe-là du sauveur. Et puis il y a un petit dernier que j'ai évidemment, dans le mythe de l'unité, Avatar, où il y a le mythe, on va dire, du monde vivant interconnecté qui fait un. Donc, en fait, il y a, je pense, des schèmes, une espèce de très grande porosité entre l'imagination sociale et puis des schèmes, des grands mythes qu'on retrouve dans les œuvres de fiction. Et je trouve que cette circulation, finalement, entre ce qui structure la vie sociale et ces imaginaires qui sont presque indispensables à la vie en société, qui sont finalement un mode de civilité, et puis des imaginaires de fiction qui peuvent être peut-être même anti-émancipateur, parce qu'effectivement, il y a du beau, il y a de l'émancipation dans la fiction, mais on voit bien que la façon dont elle est utilisée, ça peut être presque quelque chose d'anti-humaniste. Et je trouve que cette espèce d'appropriation et de contre-appropriation de récits, on va dire, qui finalement pose une hypothèse sur la façon dont les hommes sont reliés entre eux, je trouve ça vraiment passionnant.
Jacques Verron, dans votre livre, vous décrivez donc cette notion de démographiction. C'est un terme qui a été inventé par Anton Keuchten et qui met donc en miroir la littérature, surtout plus que le cinéma, et la démographie. Et donc des notions comme la surpopulation, les migrations, la natalité, le contrôle des naissances. Et vous citez des œuvres, Soleil Vert, dont on vient de parler. Également Eternity Express de Jean-Michel Truong sur la question du vieillissement démographique, ou les œuvres de Robert Silverberg, ou même Les raisins de la colère de Steinbeck. Ce que je note à la lecture de votre livre, c'est une forme peut-être de décalage, de conflit qui peut se jouer entre le savoir scientifique d'un côté, porté en premier lieu par les démographes, et puis de l'autre, les discours médiatisés ou médiatiques qui sont portés par des non-spécialistes et peut-être plus catastrophistes, justement, à l'instar peut-être de la littérature de science-fiction. Est-ce que, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, davantage qu'un révélateur ou qu'un moyen de prévenir l'avenir, de prophétiser le futur, la science-fiction peut être considérée comme un révélateur des peurs et des angoisses spécifiques à une époque donnée, à une société ou à une organisation du monde vraiment spécifique à une époque? Oui, tout à fait, oui. Sur les peurs, il y a eu la peur de la croissance démographique mondiale quand justement ce Soleil Vert. Après, dans l'histoire, il y avait la peur des familles nombreuses, parce que c'était associé à la misère et à des tas de problèmes. Maintenant, il y a la peur de la basse fécondité, de la dépopulation. Il y a eu une époque où il y a eu la peur d'une urbanisation extrême. Et puis, oui, les questions démographiques sont d'ailleurs, de manière générale, abordées beaucoup sous l'angle des déséquilibres. On ne parle jamais d'un équilibre démographique, on ne sait pas ce que c'est, mais on s'inquiète des déséquilibres. Donc les déséquilibres, c'est la population augmente trop vite, les villes se multiplient trop et s'accroissent trop vite, il y a trop de personnes âgées, il n'y a pas assez de jeunes, il y a trop de migrants. Enfin, on est toujours dans du trop ou du pas assez, mais on n'est jamais dans quelque chose qui est bien parce qu'on ne sait pas ce que ce serait. Après, par rapport à l'histoire et par rapport au catastrophisme et à l'esprit d'aujourd'hui, je pense qu'aussi on ignore beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Il y a quand même une petite tendance à considérer que l'histoire démarre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et que ce qui se passait avant, c'était moins important, parce qu'on parle toujours des générations qui ont profité de l'après-guerre. Je pense que l'Europe a été épargnée, et encore pas totalement. Il y a eu la Yougoslavie, il y a eu quand même d'autres phénomènes qu'on n'a pas retenus autant que peut-être que ça le méritait. Mais de manière générale, oui, on est quand même dans des peurs. Alors, quand on dit la question de la démographie, c'est qu'en même temps, c'est très proche, et en même temps, il y a une petite technicité. Donc, tout le monde a droit de parler de démographie. Le spécialiste n'a pas une vue supérieure à quelqu'un d'autre. Il peut juste dire non, ça c'est pas cohérent. Il peut dire pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si vous avez l'espérance de vie qui augmente indéfiniment, il y aura à un moment donné, il y aura plus de personnes âgées. Si la fécondité baisse, il y aura en proportion plus de personnes âgées. Ça, ce sont des faits incontestables. Mais après, l'interprétation, et on le voit bien avec la question de l'immigration, quand on vous pose toujours la question, est-ce que c'est une chance ou pas une chance ? Puis finalement, si vous n'êtes pas dans cette logique de chance ou pas chance, vous n'intéressez plus personne. Si vous dites c'est un phénomène complexe, il y a des différences, il y a tout ça, ça n'intéresse plus tellement. Donc il faut se radicaliser un peu aussi pour pouvoir être écouté. Puisque je parlais de peur liée à une époque, il y a un sujet aujourd'hui qui nourrit beaucoup les œuvres et de fiction et de science-fiction, c'est l'intelligence artificielle. On constate que certaines œuvres, notamment, alors pour le coup c'est une série télévisée, mais Black Mirror, certaines de ces projections se sont d'ores et déjà réalisées dans la réalité, par exemple sur la question du contrôle des populations, pour faire écho à vos travaux sur la démographie, avec le crédit social qui a été instauré en Chine, mais aussi tout récemment, et dans un autre domaine, la possibilité de ramener partiellement un être cher, une personne décédée à la vie, via un avatar numérique et les traces que cette personne avait laissées sur les réseaux sociaux. Il y a des startups américaines qui viennent d'annoncer là en février qu'elles avaient mis en place ça, et la série l'avait imaginé en 2013.
Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Est-ce que c'est un progrès offert par l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est une dérive, une forme de rupture anthropologique qui vise à nier la possibilité du deuil ou qui repense le fondement même de la vie et de la mort? En tout cas, il y a une dimension morale là qui rentre en jeu. Et vous-même, Virginie, dans votre livre Civilisation 0.0, vous nous projetez donc en 2062. L'intelligence artificielle, elle surveille et elle régule à elle seule une humanité qui est totalement connectée et soumise aux algorithmes. Donc santé, circulation, sécurité, moralité sociale. Et puis tout bascule avec une panne du supercalculateur qui entraîne un chaos mondial. Est-ce que la science-fiction, la fiction spéculative dont vous nous avez parlé, telle que vous la travaillez, c'est aussi une interrogation morale et éthique de nos sociétés, et dont l'objectif serait peut-être de ne surtout pas être manichéen, de ne pas considérer toute évolution comme un progrès par définition, que ce n'est pas forcément un bienfait, mais qu'il y a toujours aussi quelque chose à tirer de bon de tout ça? Alors, je dirais, je ne suis pas forcément dans une approche morale, je suis dans une approche morale, c'est-à-dire justement qui refuse tout positionnement a priori, mais sans être non plus dans un relativisme culturel. Et c'est là où c'est peut-être effectivement encore une fois une ligne de crête. Disons que j'ai un présupposé normatif qui est en fait la question suivante: comment le pouvoir doit-il être organisé pour que chaque individu se pense comme un élément de cette société? Donc, quelle que soit la configuration, effectivement, dans l'expérience de pensée. Alors, on peut, par exemple, si on reste vraiment dans la thématique cyber-intelligence artificielle, on pourrait, sur une expérience de pensée basée sur l'hypothèse du « et si », on pourrait se demander « et si les cyberattaques devenaient une modalité d'expression démocratique, comme peut l'être aujourd'hui la pétition en ligne ?» Allez, imaginons, et puis peut-être un jour d'ailleurs, qui sait, si on n'arrive pas à gérer tous les aspects cyber, peut-être qu'un jour, les cyberattaques pourraient être considérées dans une société fictive comme quelque chose qui constitue une bonne qualité démocratique. Voilà. Que se passerait-il, par exemple, si la recherche du vrai n'était plus au fondement de nos sociétés? Donc si on avait un État qui serait plus fondé en raison. Donc, moi, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de tordre la société en modifiant des paramètres et voir à quel moment elle se brise, ou si elle ne se brise pas, finalement, qu'est-ce qui permet encore de relier l'humanité entre elles. Alors, pour vous donner un autre exemple, donc là, j'enlève ma casquette d'autrice et je parle plus en tant que participant à l'expérience Red Team. Donc, l'initiative Red Team, c'est une initiative qui a été lancée en 2019 par l'Agence Innovation Défense, donc du ministère des Armées. Et l'objectif, c'était de mettre autour de la table des designers, des auteurs de fiction, des scénaristes, des officiers militaires et d'essayer d'imaginer ce que pourraient être des formes de conflictualité dans le futur sur un horizon 2040-2060. Donc ce n'était pas de la prospective scientifique, mais c'était plus l'idée d'essayer d'imaginer des scénarios plausibles, non pas probables. Donc on était là évidemment sur une ligne de crête parce que l'idée c'était pas de refaire ce que faisaient déjà très bien les bureaux de prospective et puis pas non plus d'imaginer des scénarios qui soient totalement farfelus et qui n'aient pas d'utilité pour penser la société d'aujourd'hui. Et on a travaillé sur un scénario de guerre cognitive, donc de guerre en gros de manipulation de l'information à grande échelle, qui s'appelait Chronique d'une mort culturelle annoncée. Et dans ce scénario, on a essayé d'imaginer ce que pourrait être un avenir possible d'Internet. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas imaginer qu'un citoyen pourrait modifier la perception de la réalité comme il le souhaite. Donc, par exemple, un vegan pourrait décider, quand il marche dans la rue, d'effacer de son champ visuel toute boucherie ou toute viande dans les assiettes pour ne pas être dérangé par la réalité. Donc progressivement, on arrive à une certaine balkanisation de la réalité, c'est-à-dire que plus personne ne voit la même chose. Et finalement, on s'est posé la question de savoir, mais à partir de quand, finalement, ça pose un problème à la résilience nationale? À partir de quand ça crée une instabilité? Parce que là, on est assis tous ensemble. Vous me dites non, moi je vous dis la table est ronde, vous me dites elle est carrée. Bon, est-ce que ça pose un problème? Voilà. Est-ce que ça pose un problème? Par contre, si je dis tiens, vous avez des traits diaboliques et puis je sors un couteau, là ça va commencer à poser problème. Mais évidemment,
c'est compliqué parce que la question qui s'est posée, c'est comment resécuriser le réel. Et est-ce qu'il faut le resécuriser? Parce qu'en même temps, l'État n'a pas à être le garant d'une orthodoxie culturelle. Ce n'est pas à l'État de me dire ce que je dois voir et ne pas voir. L'État intervient sur le politique, il n'intervient pas au niveau du rêve et de l'intime. Et en même temps, voilà, on voit bien qu'il faut quand même un minimum, je dirais, de partage dans le tableau commun pour qu'on fasse société. Donc nous, on ne fournissait pas les réponses. Hein. Nous, on posait simplement les problèmes. C'était le but de notre mission. Voilà. Et là, pour moi, c'est vraiment un usage de la fiction comme expérience de pensée. À savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et on voit bien aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'IA générative, qu'il y a un chamboulement, il y a un bouleversement anthropologique dans le rapport qu'on a à la connaissance, aux institutions, dans le rapport immédiat aux êtres et aux choses. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour moi, on est dans un bouleversement anthropologique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En fait, moi, je me pose même pas la question. Je me dis, tiens, il y a un nouveau truc qui arrive, l'intelligence artificielle générative, on ne va pas l'interdire à nos étudiants, ça n'a pas de sens. Il y a 20-25 ans, bon, interdire Internet, c'était un peu le langage, enfin, quand j'étais à la fac, on disait, oui, attention, il ne faut pas utiliser vos mails, tac, tac, on va couper Internet. On voit bien aujourd'hui que c'est aberrant. Donc, pour moi, quand l'outil est là, il faut faire avec. Mais le tout, c'est d'essayer de le faire en bonne intelligence, de sorte que collectivement, on arrive à faire une société, voilà, où chacun y trouve à peu près son compte. Et donc penser un contrat social qui prenne en compte tous ces aspects. Alors, par contre, effectivement, je pense que nous sommes plongés dans un bouleversement anthropologique, qu'on est dans un renouvellement du contrat social, mais je suis incapable de vous dire ce qui est bien ou pas bien. Simplement, j'essaye avec mes petits outils, puis mon regard de citoyen aussi, d'avancer. Fleur, sans dire justement si c'est bien ou pas bien, mais c'est pas notre place effectivement. Voilà, de dire mais si c'est bien ou pas bien. Est-ce que en revanche, la fiction a ce pouvoir, voire même quand même le devoir d'interroger la question, en tout cas de mettre en lumière des débats moraux, comme là je parlais de l'épisode de Black Mirror sur redonner vie à quelqu'un. Il y en a qui diront que c'est un progrès, il y en a qui diront que c'est une rupture anthropologique trop grave. Est-ce que c'est vraiment le rôle de la fiction de poser ces questions morales-là, de mettre le public face à ces sujets-là pour qu'il puisse s'en emparer et avoir des outils pour mieux y répondre, mieux se positionner ? Je trouve ça toujours délicat de dire ce que devrait faire la fiction ou pas. Je pense que ça appartient à chaque romancier, en fait, de se sentir investi ou pas d'une mission. On a eu un temps des scripts qui se disaient prophètes de Dieu. Enfin, je ne sais pas, ça n'appartient pas à moi de dire ce que le romancier ou la romancière doit faire. Je pense que c'est son cheminement intime, c'est ce qu'il a vécu qui l'amène à émettre une pensée particulière. Il est évident qu'on a des romanciers qui sont très attachés. On peut citer, je sais pas, Stanley Robinson, voilà, je sais pas, au hasard. On a des romanciers dans la science-fiction et dans tous les genres, il faut vraiment insister, qui effectivement vont essayer d'investir le champ social, en fait, et se poser des questions par rapport au monde qui est le leur et par rapport au monde futur. Mais ce que la fiction devrait ou ne devrait pas faire, je suis très embêtée, en fait, de répondre à une telle question. Mais je voulais surtout réagir justement à ce que disait Virginie. Je pense qu'il y a aussi un enjeu très fort d'éducation, en fait, autour de l'intelligence artificielle, de savoir lire les images, de savoir lire les textes, de savoir outiller son esprit critique et ne pas se laisser berner, en fait, par des images toutes faites. Moi, c'est surtout cet aspect-là qui me frappe, c'est cette incapacité maintenant à distinguer le simulé du simulacre, toujours avoir maintenant ce réflexe de mise à distance de l'image et du réel pour se questionner profondément sur ce qu'on voit devant soi. Et je pense que l'intelligence artificielle générative a ce mérite-là, quelque part, de nous questionner profondément sur la manière dont on réceptionne des textes et des images dans le passé sans opérer cette distanciation critique. Donc j'ai tendance, là peut-être sur ce sujet, à pouvoir être un peu plus affirmée, parce que je le vois notamment avec mes étudiants. Moi je n'interdis pas ChatGPT, sauf peut-être pour les devoirs maison, mais au contraire je cultive chez eux l'envie d'utiliser ChatGPT et de s'interroger sur ses biais cognitifs, sur le fait qu'en tant qu'agrégateur de données, évidemment, il a une vision qui est parcellaire d'un sujet, et donc eux-mêmes, à savoir que ce sont eux qui sont investis d'un savoir qu'ils vont recomposer par la recherche, par des strates, par la discussion, par la mise en débat. Donc je pense que l'IA, pour revenir à ce sujet-là, aura le mérite en tout cas de nous repositionner, nous, en tant que penseurs, en tant que critiques, et surtout dans un vivre ensemble des idées partagées.
Jacques, est-ce que vous vouliez rebondir sur ce qui a été dit? Oui, c'est juste 2 points. Sur la question de l'intelligence artificielle, il y a un livre qui vient de sortir de Jean-Michel Tronc, justement, que je cite, qui s'appelle «L'IA et après», qui est très intéressant sur la question de l'efficacité versus la vérité, justement, avec ChatGPT. Il n'y a pas de filtre de vérité, il y a un ensemble de connaissances. Et le deuxième point, alors plus général, c'est qu'en fait, dans les dystopies, il y a tout un monde, c'est un monde totalitaire, ce qui était déjà le cas dans les utopies. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les auteurs de science-fiction introduisent des personnages qui résistent à l'ordre imposé. Ça commence chez Huxley, et puis on le retrouve chez Margaret Atwood, on le retrouve dans pas mal de romans. Il y a une personne qui essaie de résister à l'organisation globale qu'on veut imposer à la population. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi. Donc. C'est le fameux trope de l'élu que Virginie évoquait un peu plus tôt. Depuis Moïse, en fin de compte, on peut remonter beaucoup plus loin. Cet élu qui s'insurge contre un système en place. Fleur, justement, votre travail, c'est aussi un projecteur sur la question de la culture visuelle de l'époque sur laquelle vous vous êtes penché dans ce livre. C'est-à-dire c'est un pas de côté par rapport au champ universitaire classique de l'histoire de l'art, sur le sortir un petit peu des beaux-arts ou de la peinture, de la sculpture du musée pour vous intéresser à l'imagerie populaire, l'imagerie du quotidien, ce qu'on appelle les éphéméras. C'est-à-dire des affiches de spectacles, des petites publicités ou les couvertures de romans. Vous en reproduisez un certain nombre dans le livre. Et puis ça m'a également fait penser à toute cette culture du cinéma de science-fiction de série B qui s'est développée au milieu du XXe siècle. Je pense à Roger Corman, par exemple, dont les affiches étaient très visuelles, et puis aussi avec ces titres à rallonge à chaque fois. Qu'est-ce que cette histoire visuelle, cette histoire populaire peut nous dire aussi de l'histoire des sciences et du progrès? Est-ce que c'était une manière d'imprégner vraiment le quotidien de cette approche du progrès et des sciences, de développer une forme de vulgarisation plus immédiate que le texte source? Alors c'est un sujet évidemment complexe qu'on aura bien du mal à résumer en quelques phrases, mais pourquoi je disais au début contester un peu ce terme de progrès, hein. Je ne suis pas du tout la seule à dire que c'est un mot piège. Je renvoie à des écrits tout à fait intéressants de Paul Kingsnorth, qui a beaucoup écrit sur l'idée que le progrès est un mythe, c'est un grand récit, et précisément on est dans un moment de crise de récit, et c'est pour ça qu'on se rattache à cette idée de progrès, dans le monde contemporain tout du moins. Mais la culture visuelle, elle a une vertu, c'est de tenir à distance justement ce grand trope de la linéarité historique où on aura une frise, où il y a des grands événements comme ça, des marqueurs culturels. Il faut évidemment en creux se poser la question de qui a instauré ces marqueurs, qui sont les personnes qui ont institutionnalisé, si on parle seulement du champ de l'histoire de l'art, que tel peintre a une valeur, qu'il devrait être disposé dans tel lieu culturel. Et la culture visuelle, elle a vraiment, selon moi, ce pouvoir de rebattre totalement les cartes pour nous dire, en fin de compte, tout ce qui nous entoure, ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, en fait, ou la culture de masse, est tout à fait légitime à être étudiée. Et j'irai même plus loin, ici en me référant aussi à ce qu'on appelle l'archéologie des médias, que j'évoque un peu dans l'ouvrage. C'est pas tant une discipline qu'une méthode de travail qui a là aussi la vertu de nous dire les médias, on peut les étudier en s'intéressant profondément aussi à la fiction, aux médias imaginaires, à ce qui n'a jamais été qu'un schéma dessiné sur un bout de papier ou alors décrit dans une fiction. On parlait un peu plus tôt du rêve. Moi, tout de suite, il y a la machine à fabriquer les rêves de Clément Vautel qui m'est venue en tête. Mais je suis très sensible à ces manières-là de travailler. Cette idée d'utiliser la pop culture comme une nouvelle manière de penser tout simplement l'histoire des idées, l'histoire des représentations, et sortir un peu effectivement de l'élection de grands chefs-d'œuvre qui seraient des paradigmes par lesquels il faut nécessairement passer. Et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours la coquetterie de dire que je ne suis pas historienne de l'art, je suis historienne des images. Et j'y tiens beaucoup à ce que les images nous disent, à ce qu'elles nous racontent. Et effectivement, ces images-là, elles étaient diffusées partout et elles emportaient avec elles, effectivement, un imaginaire, une histoire des représentations, une histoire des idées. C'est pour ça que j'ai pris du temps à les collecter, à les assembler, pour essayer effectivement de montrer que le Parisien basique, eh bien, le week-end, il allait à la morgue voir les repêchés de la Seine, il allait dans la rue, il voyait des images avec des affiches de spectacles de microbes. C'était ça, son quotidien, de la même manière que nous, on est matraqué de publicité, on binge-watch des séries. Enfin, c'était ça le quotidien du Parisien. Donc la culture visuelle, elle m'intéresse précisément en ce qu'elle permet, encore une fois, de sortir de ce récit du progrès linéaire avec des grands moments, des grands artistes, des grands lieux. On est ici dans un melting pot de choses qui fait partie de notre horizon perceptif et sensoriel. Et j'ai tâché très modestement de picorer pour essayer de le recomposer. Jacques, on a souvent tendance à opposer un petit peu culture populaire et culture savante, pop culture, culture universitaire.
votre livre, précisément, fait un peu le lien entre ces deux disciplines-là. Est-ce que c'était une volonté aussi pour vous, en tant que chercheur, de montrer qu'il y a un intérêt pour expliquer le monde, pour raconter le monde, ses évolutions, d'aller interroger aussi la culture populaire? Il nous a semblé que c'était une entrée qui était, je sais pas comment dire, non rébarbative, peut-être, non technique, de passer par l'émotion, en quelque sorte, de raconter des histoires sur l'immigration, par exemple, les romans de Laurent Godet font rentrer complètement dans la question migratoire, que ce soit à propos de Katrina dans Ouragan ou à propos dans Eldorado. Et ensuite, on peut s'intéresser à la question migratoire et aux problèmes, entre guillemets, que peuvent poser les migrations. Et je trouve qu'à ce moment-là, on peut l'aborder de manière beaucoup plus pédagogique, je dirais, et en gardant les différentes dimensions simultanément. Parce que c'est toujours le problème que j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, qui est que c'est très difficile d'être dans la complexité et d'être dans disons, dans des contradictions assumées. Et donc, je trouve que la littérature permet de rentrer en douceur dans des problématiques, et après, on peut passer à une phase plus analytique. Virginie, est-ce que ça vous inspire aussi quelque chose, cette notion-là, ce que vient d'expliquer Jacques, ce que disait Fleur juste avant? Oui, enfin, pour moi, ça rejoint effectivement cette attention, cette nécessité, en fait, le rapport ordinaire des gens au quotidien. Et on retombe sur ces problématiques du sensible, sur ces problématiques du quotidien, des horizons sensoriels des uns et des autres. Alors c'est vrai que dans mon métier de chercheur, j'aimerais développer beaucoup plus d'approche par l'image, parce qu'effectivement, ça permet aussi, pour comprendre la société du présent, sans doute de faire émerger des choses que les mots seuls ou les textes ne permettent pas de rendre compte. Jacques Véron, oui, vous vouliez rebondir? Un petit point aussi, il y a toute une dimension de l'image liée à la propagande que je trouve très intéressante et très importante. Et par exemple, sur les politiques de population, il y avait je me souviens à Singapour, quand ils voulaient mettre en place une politique de l'enfant unique, enfin, ou en tout cas de réduction des naissances, on voyait deux petites filles qui jouaient et on disait girl or boy, please stop at two. Et c'était déjà bien l'idée qu'il y avait la préférence pour les garçons, qu'il fallait lutter contre ça. Et il y a toute une série d'images, par exemple, de sensibilisation au contrôle des naissances qui étaient intéressantes. Et à l'inverse, en Russie, par exemple, il y a des images de propagande en faveur de la famille nombreuse. Et on voit des familles nombreuses, heureuses, qui ont tout ce qu'il faut, tous les biens matériels qu'il faut. Donc la force de l'image est utilisée à des fins de propagande, clairement. Est-ce que l'on trouve, par rapport aux travaux que vous avez effectués, vos recherches sur ces œuvres de fiction, on trouve dans nos sociétés d'aujourd'hui, et dans une proportion, disons, significative, des caractéristiques qui avaient été annoncées dans les récits d'hier? Ou est-ce que l'avenir d'hier, si j'ose un petit peu l'expression, se distingue quand même majoritairement par des prédictions qui auraient été catastrophistes, qui n'ont en réalité peu de prise et d'écho dans notre réalité, voire à des erreurs manifestes de jugement, parce qu'il y avait évidemment des évolutions qui étaient inimaginables. Et je pense d'ailleurs à Alain Damasio, qui explique dans La zone du dedans combien il s'était trompé dans sa conception de la société de contrôle qui était au cœur de La zone du dehors, qu'il avait écrit en 1997, parce qu'il n'avait pas deviné que chaque citoyen deviendrait un agent propre des mécanismes de surveillance via les réseaux sociaux. Est-ce que voilà, les fictions restent en réalité globalement impuissantes quand même face aux transformations de structures qui sont affectées par des événements imprévisibles, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui se sont réellement réalisées dont on peut se dire que c'était grandement prophétique? C'est un peu difficile de répondre parce que si je reviens à Soleil Vert mettait en évidence l'explosion démographique. Mais dans le champ scientifique aussi, on s'inquiétait de la croissance rapide, puisque c'était le moment où la croissance de la population mondiale était la plus rapide, avec un rythme de doublement en 34 ans à l'époque. Donc ça s'est suivi un petit peu en marge et en parallèle. Donc c'est pas vraiment en termes de ce qu'ils se sont trompés. Ils ont mis l'accent
sur le phénomène majeur de 2 ou 3 décennies. De la même façon, il y a une sensibilisation, par exemple, je pense au roman de Margaret Atwood, Le Dernier Homme, où il y a un virus qui a été fabriqué et qui décime toute la population, enfin qui fait disparaître la population. Ben, ça fait écho à la résurgence de certaines maladies aujourd'hui, au risque, à ce qu'on appelle les Frankenvirus, etc., de toutes les manipulations dangereuses. Ça ne veut pas dire que l'espèce humaine disparaîtra forcément, mais ça, en tout cas, pour moi, je le vois plus comme une sensibilisation à des questions majeures d'une époque. Virginie, est-ce que... Oui, alors, j'ai le sentiment, enfin, moi je m'inscris un peu par contre en porte-faux avec la thèse d'Ulrich Beck, sa fameuse thèse où en gros c'est l'idée qu'on passerait d'une modernité industrielle à une modernité plus réflexive. C'est-à-dire cette idée qu'aujourd'hui on aurait une conception beaucoup plus claire des anticipations technologiques, des anticipations sociales qu'hier. Alors qu'en fait, on se rend compte que dès le début du XXe siècle, au XIXe siècle, il y avait des tas de peurs qui étaient des peurs liées à l'industrie chimique, des peurs au niveau de l'emplacement des cimetières. Enfin, il y avait tout un tas de peurs par rapport aux technologies de l'époque et par rapport aussi à des enjeux climatiques qui étaient présents. Par contre, les formes de résolution à ces peurs étaient différentes hier et aujourd'hui. La façon dont on appréhende aujourd'hui les futurs, on a l'impression qu'on est plus finalement dans une sorte de règlement démocratique des futurs. C'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup de futurs qui se baladent dans l'espace public et il y a beaucoup de discussions autour des futurs. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi ce qu'on est en train de faire maintenant. Auparavant, il y avait plutôt cette idée presque d'établir une espèce de magistrature scientifique planétaire pour essayer de contrôler, d'orienter les choses. Donc, moi, le sentiment que j'ai, et ça explique peut-être en partie ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas vraiment, comment dire, nos peurs, nos anticipations ne sont pas fondamentalement différentes aujourd'hui et hier. Je pense qu'on est à peu près dans un continuum. Par contre, les réponses sociales à ces anticipations, je pense, sont de nature assez différentes. Donc ça, c'est un point voilà, que j'avais envie un petit peu d'ajouter à ce qui vient d'être dit. Alors j'avais un second point qui m'échappe. Ça va revenir peut-être. Fleur, est-ce que de ce merveilleux scientifique, de cette littérature de merveilleux scientifique, on peut tirer des choses 100 ans plus tard qui avaient été, alors si ce n'est annoncé, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une prise dans cette littérature-là qui se produit aujourd'hui dans notre monde qui avait été évoquée il y a plus de 100 ans? J'ai toujours été extrêmement embêtée par cette question. Je vais avoir la rabat-joie, mais parce que ça voudrait dire qu'on lui donne de la valeur à cette littérature que si elle a été capable de prophétiser notre monde d'aujourd'hui. Donc oui, il y a effectivement des choses qui sont parfaitement en phase avec aujourd'hui, mais je trouve que cette littérature a une valeur en propre, aussi parce qu'elle était du roman populaire et qu'elle défendait cette expression de roman populaire pour justement dire qu'elle s'adressait à tous et qu'elle outillait tout le monde avec un esprit critique. Je me méfie toujours de la réduction de la science-fiction à une littérature qui prophétise, une littérature qui anticipe. Je préfère bien mieux la voir comme une littérature qui outille l'esprit et qui cimente en fait notre esprit critique. Et c'est pour ça que je parle très souvent du merveille scientifique comme d'un laboratoire de pensée. Et c'est peut-être en cela plutôt qu'elle me semble tout à fait contemporaine et pertinente, parce qu'en la lisant aujourd'hui, on a encore cet outillage de l'esprit, on fait encore une descente dans le cerveau en ébullition du romancier. Mais savoir si elle a prophétisé ou pas, en fin de compte, ça ne m'intéresse pas tellement. Peut-être effectivement pour rebondir, et du coup ça m'a fait penser au second point que j'avais oublié. Effectivement, alors sur la place et la fonction sociale de la fiction aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un déplacement, au sens où on est aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus interconnecté. Le moindre tweet, la moindre cyberattaque, le moindre battement d'aile de papillon fait qu'on peut changer de monde, de société du jour au lendemain. Donc on est obligé de réfléchir sur des horizons prédictifs qui sont de plus en plus courts. Donc effectivement, ça suppose aujourd'hui, dans la façon de penser même la prospective, des modalités de travail, d'outillage complètement différents. Et je pense que ça participe peut-être aussi au fait que la fiction est instrumentalisée, je ne sais pas quel est le bon mot, mais en tout cas, occupe une fonction sociale un peu différente, un peu plus complexe
qu'elle n'occupait hier. Dans les années 70, on avait vraiment l'impression que la prospective était quelque chose qui accompagnait la prise de décision publique. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que les narrations du futur, donc incluant la prospective, la fiction, concourent à mettre en place des nouveaux modes de civilité et en fait proposent des nouveaux modèles de société qui sont appropriables ou adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'il y a un élargissement de la fonction sociale de la fiction à quelque chose qui était beaucoup plus, je dirais, limité à la sphère des gouvernants dans les années 70, vers quelque chose aujourd'hui qui occuperait presque le rôle qu'occupait auparavant l'histoire. Donc cette idée que le lien social, on a un petit peu du mal finalement à trouver une histoire commune, c'est très controversé, donc on va se réfugier dans des futurs souhaitables ou des futurs qu'on rejette pour essayer de faire société. Donc pour moi, il y a un déplacement dans la fonction sociale qui, alors je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais voilà, il y a quelque chose qui se joue selon moi. Et à ce sujet, on peut peut-être faire une recommandation de lecture. Les pouvoirs de l'enchantement d'Anne Besson traitent or surtout dans le monde de la fantaisie, mais c'est pas totalement étranger à nos questionnements, justement sur ces capacités encore de force de frappe de la fiction, de fantaisie et de littérature de l'imaginaire au sens large. Jacques, la notion d'élargissement de la fonction sociale de la fiction développée par Virginie, c'est intéressant. Juste revenir sur la question de la prospective. Il me semble que la prospective des années 70, c'était vraiment de définir le futur souhaitable. Enfin, de Bertrand de Jouvenel, c'était ça sa position, et de voir comment on pouvait arriver à ce futur souhaitable, c'est-à-dire souhaitable. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que le consensus n'est pas suffisant pour qu'on se mette d'accord sur ce que serait l'avenir souhaitable. Et donc, ça limite forcément, on n'est forcément plus dans une logique de moyen terme. On le voit bien que le plan avait disparu. Il y a eu beaucoup d'activités du plan, beaucoup de réflexions dans les années 80, jusque dans les années 80 avec Pierre Massé, tout ça. Et puis, le plan a disparu complètement. Il est revenu plus récemment, mais on voit bien que ça ne correspond plus à la société d'aujourd'hui. Totalement d'accord, et je dirais vraiment pour compléter très rapidement, on n'est plus d'accord sur les futurs souhaitables et on ne sait plus non plus hiérarchiser les menaces. Donc on est effectivement des deux côtés un peu coincés à ne pas savoir où aller. On a beaucoup évoqué la question de la science-fiction, mais est-ce qu'en réalité la fiction qui anticipe peut-être le mieux le futur et la question du progrès et du déclin, puisque c'est le sujet et puisque les deux sont quand même les deux faces d'une même pièce, est-ce que c'est pas finalement la satire ? Parce que l'intention narrative se loge souvent sur les œuvres, disons, premier degré, dans l'ambiguïté, dans les zones grises. La fiction, elle a besoin d'humaniser un petit peu les antagonistes, de comprendre les motivations, de laisser percer l'espoir et de ne pas couper justement avec un sens commun, avec une cohérence dont on a parlé tout à l'heure, pour ne pas se vautrer dans une forme d'absurdité. Mais est-ce qu'en 2020, si une œuvre de fiction avait anticipé qu'une des figures américaines de la tech qui deviendrait le bras droit du président américain ferait un salut nazi, sourire aux lèvres, est-ce qu'elle aurait été qualifiée de grotesque, de parodique ou de simpliste, justement ? Et on dit souvent de notre actualité qu'on a l'impression de vivre dans un épisode de South Park ou des Simpsons. Est-ce que dans ces conditions, seules les œuvres finalement qui poussent le curseur au maximum, avec l'objectif de moquer un petit peu les aspects ridicules et pathétiques des sociétés contemporaines, peuvent vraiment anticiper les basculements du monde dans le pire qu'on puisse imaginer ? Est-ce que la satire est un élément finalement qui a beaucoup plus de prise que d'autres ? Alors, je connais très bien South Park, pour le coup. Je ne suis pas sûre qu'ils cherchent à anticiper. Parce que les créateurs s'étaient exprimés en fait, à l'arrivée de Donald Trump en disant on n'arrive plus à produire d'épisodes. Parce que ça s'est tellement rapproché du réel qu'on ne veut plus produire. Et c'est pourquoi maintenant on attend depuis je ne sais combien de temps la nouvelle saison. Ils ne font que des grands films consacrés maintenant au Covid-19, à la crise Ozempic, etc. Donc c'est absolument certain que c'est de la satire, mais ils ne se confèrent pas le rôle d'anticipateur. Ils sont plutôt dans la critique acerbe de l'ultra-contemporain, en montrant effectivement ces dérives, en caricaturant au possible. Mais je pense aussi à Mad Magazine. Enfin, c'est ancien, ce recours à la satire pour parler du temps présent et beaucoup moins du futur, je pense, pour le coup.
Jacques, est-ce que... Moi, il me semble qu'on est revenu beaucoup à 1984. Quand on regarde les États-Unis, on regarde la Russie, le principe de la vérité, c'est le mensonge. Toute l'inversion des valeurs. Et donc, moi, je vois plutôt un grand retour. Et effectivement, cette date de 84, ça a été repris d'ailleurs. Jean Dutour a repris en 2024. Elle est restée symbolique. Et je trouve que c'est un roman qui reprend beaucoup, enfin, qui a toujours conservé sa force, mais qui a repris vraiment une très grande actualité pour moi. Alors, mon sentiment, c'est qu'on a en fait énormément de mal, sur un plan scientifique, à penser le passage de démocratie vers des régimes un petit peu moins sympathiques. Et en fait, votre question, elle m'a fait penser à un champ d'études en sciences politiques qui s'appelle la transitologie, où on étudie les changements les sorties de crise. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un régime autoritaire à des transitions démocratiques? Donc, comment on retrouve un nouvel équilibre. Mais finalement, on a très peu d'études où on essaye de voir l'inverse. Et à part la fiction et les dystopies, où on a vraiment des expériences de pensée qui nous permettent, alors je pense à La Servante écarlate de Margaret Atwood, où on est vraiment dans un point de bascule rapide d'une démocratie libérale qui devient plus que illibérale. Enfin, on va vers un régime conservateur absolument insupportable. En fait, c'est vrai qu'il n'y a que la fiction pour faire ça, parce que des travaux scientifiques qui vont essayer d'interroger l'arrivée brutale d'une démocratie dans autre chose, c'est quelque chose qui est extrêmement transgressif, finalement, pour nous, sociétés démocratiques, d'essayer scientifiquement d'analyser comment on pourrait perdre ce qu'on définit comme étant un progrès social, un acquis social. Alors on sait que tout ça est en équilibre permanent, que tout peut basculer du jour au lendemain, on le sait, on sait que tout repose sur des équilibres, des contre-pouvoirs et qu'il faut s'y attacher. Mais je pense qu'il y a quand même une peur de nos sociétés, de nos communautés de recherche, peut-être de vouloir trop travailler ces hypothèses. Et c'est là où je trouve aussi que la fiction est extrêmement intéressante, parce qu'elle nous donne des leviers de réflexion pour comprendre comment des situations qui nous paraissent à la fois extrêmement familières, profitables à tous, une espèce de... qui permettent l'épanouissement de nos libertés, peuvent du jour au lendemain, en fait, basculer. Oui, juste un petit constat sur la Servante écarlate. Margaret Atwood dit « Je n'ai rien inventé, tout ce qui se passe s'est passé quelque part à une époque quelconque. » Et on pense par exemple à l'Iran, quand les gens sont pendus sur le mur. Enfin, on a quand même assez vite en tête des régimes particuliers. Et ça renvoie, je trouve, incidemment au fait que vous parliez de lecture linéaire de l'histoire. On a effectivement cette idée, alors que quand on regarde les régimes passés, en Afrique, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans les années 60, dramatiques, mais qui sont passées relativement silencieuses, parce qu'on était dans des phases, oui, nous, Européens, on était quand même dans une période privilégiée. Alors, on va passer la parole au public dans quelques instants, mais j'avais évoqué tout à l'heure ce que la fiction avait produit par le passé et qui pouvait faire écho à notre présent. Notamment vous, Virginie, vous avez fait de la prospective et tout. Qu'est-ce que la littérature actuelle peut dire de concret du monde de demain? Est-ce que justement, alors, puisque la question c'est le progrès, vers quel progrès la littérature qui est produite actuellement peut nous mener? Quelle perspective elles ouvrent? Quelle prospective elles dessinent? C'est une question difficile, parce que la notion de progrès étant elle-même évidemment, disputée. Les avancées ou les changements, disons. Moi, c'est vrai que la manière, et là je peux vraiment parler comme mon nom propre, moi, la façon dont je travaille, et dont à la fois j'écris mes fictions, et donc aussi je travaille mes recherches, j'ai tendance finalement à lire autant des ouvrages scientifiques et des ouvrages de fiction, et pour moi tout fait écho et tout est important, même des thèses de fiction pour lesquelles je ne vais pas forcément adorer ou apprécier. C'est quand même un éclairage sur le monde contemporain. Pour moi, j'aime beaucoup Isaac Asimov, j'aime beaucoup ses nouvelles. J'ai relu dernièrement son livre « À voter »,
hein, où en gros, je trouve ça extrêmement intéressant par rapport à tous ces développements de l'intelligence artificielle qui obligent aussi à repenser la fragilité de la représentation politique. Et donc, dans ce roman, il décrit en fait comment une machine extrêmement perfectionnée, multicalculateur, permet d'isoler le lecteur idéal. Donc, en fait, il n'y a plus de représentation politique, il y a la machine qui choisit les lecteurs moyens. Et alors après, c'est très drôle parce que quand la machine a choisi, les lecteurs moyens se disent « Zut, c'est moi qui vais devoir voter et représenter toute la société ». Et alors c'est très drôle parce qu'il y a la police qui l'encadre, etc., pour qu'il ne soit pas influencé dans son vote. Mais ça lui donne quand même une sacrée responsabilité à ce personnage. Donc voilà, j'aime bien les livres, les ouvrages qui malmènent un peu notre culture matérielle de la démocratie, et puis nous amènent à modifier complètement les référentiels normatifs, à la façon de faire société ensemble. Voilà. Fleur, simplement un petit mot, puisqu'on a parlé de South Park, et où ils étaient pratiquement dépassés par la réalité au point qu'on en attende maintenant la nouvelle saison. Est-ce qu'il est peut-être plus difficile aujourd'hui de s'ouvrir à de nouveaux imaginaires par rapport à ce que nous offre la réalité, que ça pouvait être le cas sur les époques que vous avez travaillé, à l'époque du merveilleux scientifique? Est-ce qu'il y a peut-être une plus grande difficulté à imaginer soit le futur, soit une variante d'aujourd'hui, parce que la réalité est telle qu'elle est déjà, d'une certaine façon, complètement folle? Je ne suis pas absolument certaine de ça. Je pense qu'au contraire, on est dans un moment de foisonnement, où il y a tellement de sujets à traiter, tellement d'enjeux en termes aussi de justice sociale, qu'ils ont plutôt l'embarras du choix, bien au-delà de South Park. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on soit face à une aporie de sujets. Je pense que concernant South Park, c'est parce que le modèle politique américain dépasse le pire des scénarios qu'ils auraient pu écrire en fin de compte dans un de leurs épisodes avec la poire à lavement et le sandwich au caca, comme on sait très bien. Donc pour le cas de South Park, j'en pense plutôt c'est parce qu'ils sentent eux qu'ils ont été presque bâillonnés en fait par la réalité du gouvernement américain. Mais concernant les imaginaires dans leur ensemble, et c'est toujours terrible d'avoir à formuler des vérités générales comme ça, mais non, j'ai pas du tout l'impression qu'on soit dans un monde moins inspirant, moins foisonnant. Je pense qu'on est au contraire dans un monde de plus en plus fracturé, de plus en plus mis en difficulté, et qui justement permet de nourrir de manière complètement contre-intuitive de plus en plus de fiction, et on a besoin profondément de cette fiction pour raconter aussi autre chose que le futur. Moi, je consomme beaucoup d'horreur aussi, beaucoup de surnaturel, et je suis très sensible, par exemple, à la manière dont de nombreuses tribus amérindiennes, descendants d'Amérindiens exterminés par le génocide, vont utiliser la fiction pour faire réaffirmer leur voix et celle de leurs ancêtres. Donc, on a beaucoup parlé du futur, mais je pense aussi que comment la fiction assume le passé, réassume et retisse du sens et de l'histoire, alors même qu'elle a été occultée dans le récit officiel, et que la fiction, là, fait affleurer un récit invisibilisé. La fiction sert aussi à illustrer le passé, et c'est ça qui me semble tout à fait vivifiant. Jacques, est-ce que vous vouliez peut-être encore revenir sur cette notion du passé avant de passer la parole au public? C'est sur la manière sur l'histoire? Non. Mais en tout cas, je vous remercie déjà tous les trois pour cette première partie de dialogue. Je rappelle Fleur Hopkins-Le Ferron, Voir l'invisible, histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique 1909-1930. Jacques Véron s'est coécrit avec Jean-Marc Rohrwasser, La démographie de l'extrême aux éditions La Découverte. Et puis Virginie, donc Civilisation 0.0 aux éditions Glyph, et puis vos travaux avec la Red Team. Et puis je vous propose, voilà, si vous avez des questions dans le public. Merci, bonjour à tous. Donc Corentin, j'avais une question pour Fleur Hopkins-Le Ferron, qui a parlé tout à l'heure du militantisme en littérature. Et je me demandais s'il n'y avait pas un risque, entre guillemets, de privilégier le militantisme, l'explication parfois un peu lourde dans des paragraphes de concepts, de thématiques chères à l'auteur, plutôt que le fait de faire de la belle littérature, entre guillemets, que ça soit finalement... que ça se fasse au détriment de la littérature, au risque même de desservir la cause militante, parce que ça s'adresse plus qu'aux militants et pas à la population générale, et en perdant la dimension populaire dont vous parliez également un peu plus tard.
Alors premièrement, quelle terrible expression que de parler de belle littérature. Je pense que toute littérature se vaut. Je me bats dans ma recherche justement pour faire valoir toute la littérature, qu'elle soit populaire, classique ou institutionnalisée. Mais là, je pense que c'était un lapsus dans la question. Non, je ne pense pas du tout que ce soit une crainte. Là, moi, je travaille actuellement sur justement la manière dont la science-fiction peut être un levier pour les théories animalistes et antispécistes. Donc c'est précisément un garde-fou que je garde en tête quand je travaille sur ce corpus. Et bien au contraire, si je prends cet exemple très très précis de Camille Brunel, qui a écrit Les Métamorphoses, qui est un récit dans lequel des individus sont frappés d'une pandémie, se transforment en animaux. Il a aussi écrit La guérilla des animaux, dans lequel on a cette fois un militant vraiment radicalisé qui va se donner la mission quasi messianique d'aller exterminer les humains qui font du mal aux animaux. Il a écrit Après nous les animaux, dans lequel la fin du monde est advenue du fait du réchauffement climatique et d'une nuée d'insectes, et il ne reste plus que quelques animaux qui errent à travers la lande. Il est très fort en éthologie, et pour autant, à aucun moment, ça ne va être une leçon. Il y a un autre auteur qui me vient en tête comme contre-exemple, Jules Verne. On l'a réédité en Pléiade tout récemment. Il n'y a rien de plus indigeste, et c'est pas du tout parce que je me range du côté de Maurice Renard, mais c'est parce que c'est assez factuel. Jules Verne, il nous mettait des tartines. Hein. On a parfois 10 pages. Là, je viens de relire tout récemment 20 milieux sous les mers. Hein. On s'en bouffe, des descriptions de poissons, de céphalopodes, etc. Et ça n'empêche en rien le plaisir de la lecture. Pour autant, ce qui est du cas spécifique de Camille Brunel et des romanciers animalistes dans leur ensemble, ils ont suffisamment de recul critique sur leurs propres convictions pour ne jamais les asséner de manière prosélyte dans leurs romans. Et au contraire, ils vont user de ce qu'ils appellent l'anthropomorphisme raisonné au moment où ça leur semble opportun et important. Ils utilisent les connaissances qu'ils ont en éthologie pour montrer effectivement que l'animal est un être conscient et non pas seulement sensible. Mais à la lecture de ces romans, on n'a jamais le sentiment d'avoir un flyer ou un tract ou un discours politique. Au contraire, c'est un mariage assez opportun entre une conviction intime et la mise en fiction de cette idée. Et ça permet précisément à ce romancier, mais à d'autres aussi, d'éprouver leurs propres convictions et de se poser la question de leur faisabilité dans un monde de fiction. Donc, en tout cas, de toutes mes lectures, je n'ai pas encore rencontré, mais peut-être qu'il y aura un moment où il y aura effectivement ce mur, où j'aurai l'impression de davantage lire un tract qu'une fiction. Mais jusque-là, au contraire, j'ai vraiment le sentiment que la fiction est un relais des convictions intimes du romancier et qu'il arrive à les sublimer pour en faire autre chose, justement, et pour sortir totalement de l'idéologie et mettre à l'épreuve, en fin de compte, ses convictions personnelles. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pas d'autres questions. Je vous remercie tous les trois pour ce dialogue. Et vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de vous faire dédicacer donc les ouvrages qui sont en vente chez nos partenaires libraires à l'extérieur. Je vous remercie d'avoir assisté à cette rencontre et merci beaucoup à tous les trois.